Je vous propose d'aborder plusieurs thèmes, parce que quand on a dans le titre défi, j'ai commencé à lister tous les défis que je voyais, c'était très 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 long, donc on a décidé de se concentrer, et sans idée de hiérarchie, je vais demander à chacun de vous, ou à celui qui se sent légitime ou qui a envie de s'exprimer sur la question. Donc on a vu plusieurs choses, une crise écologique, le développement durable, l'environnement, c'est quand même des questions qui sont centrales aujourd'hui, et surtout pas pour nous, c'est plutôt pour les générations à venir. On va parler de crise migratoire, de situation géopolitique, crise économique, crise financière. On va également parler d'inégalités sociales entre sexes. Et du coup, en réponse, on va parler d'engagement, donc engagement citoyen, engagement de la jeunesse, engagement des entreprises, et aussi peut-être de biais d'engagement qui sont l'action, la lutte contre les idées reçues, plus tous les engagements qui sont les vôtres. Peut-être qu'on peut commencer sur la crise écologique. Si vous voulez bien, Madame Novak, je vous donne le micro. Oui, je vais parler du développement durable, pas spécialement de la crise, mais du développement durable. En 1987, la commission Brundtland définissait le développement durable comme un développement qui correspondait aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Ce développement, vous vous en souvenez peut-être, reposait sur 3 piliers: économique, social et environnemental. Il prenait en compte les besoins essentiels des plus démunis et la responsabilité de notre génération à leur égard, tout comme notre responsabilité à l'égard des générations futures à travers la préservation de l'environnement. C'était pour une fois une vision holistique du monde qui réunissait les grands enjeux de l'humanité et ne se limitait pas au court terme. Très vite, cette vision globale commença à se disloquer. On considéra que la vision sociale et économique était d'une autre nature, plus immédiate. On limita dans une grande mesure le développement durable à la préservation de l'environnement. Ce doit être bien sûr la préoccupation de tous, mais pour ceux qui sont dans les situations les plus difficiles, la satisfaction de besoins actuels passe généralement avant les besoins futurs. Il est très difficile de leur demander de faire des efforts si les plus riches n'en font pas de leur côté. Or, non seulement la conférence de Paris de 2015 sur l'environnement, qui a été par ailleurs un grand succès, n'a porté que sur des changements climatiques, mais encore, comme vous le savez, Donald Trump a décidé le retrait des États-Unis des décisions prises. Et nous voilà dans un monde où tout est interconnecté, qu'il s'agisse de produits, de l'énergie, de l'argent ou des hommes. Le niveau d'interconnexion transmet le moindre choc, et nous ne pouvons que constater que ceux qui nous gouvernent ne sont pas à la hauteur des enjeux et peuvent nous précipiter tous ensemble dans la catastrophe finale. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire essentiellement sur le développement durable. Si vous voulez, je continue sur le problème migratoire. Ou vous voulez qu'on en parle après? Ouais. Vous voulez réagir? Continuez. Voilà. Alors, parlons des hommes. Il y a ceux comme nous qui vivons plutôt confortablement, sans trop nous préoccuper de laisser aux générations suivantes un environnement très dégradé et une dette abyssale. Et les autres, ceux qui vivent dans les pays pauvres, les pays en proie à la guerre, à la famine, aux catastrophes climatiques. Face à la crise de la planète, nous vivons aussi parallèlement la crise de ses habitants. Une crise d'inégalité au sein de chaque pays et entre les pays. D'inégalité entre ceux qui détiennent à quelques-uns la moitié des richesses nationales et de ceux qui crèvent de faim. Arrêtons-nous un moment sur le problème des migrants.
vous remarquerez qu'on ne dit plus immigrants ou émigrants, parce que cela définit leur position par rapport au pays où ils se trouvent. On dit migrants, car on ne sait pas où ils vont et d'où ils viennent. C'est cela qui est le plus terrible, de migrer sans savoir où on vous laissera arriver, si on va se noyer en mer ou échouer dans un centre de contrôle. Je suis de parti pris, car je suis moi-même une réfugiée politique. Je suis entrée en France à l'âge de 12 ans, sans parents et sans papiers, pour rejoindre mon prisonnier au camp de Bergen-Belsen, libéré par les Britanniques. Il ne pouvait pas rentrer en Pologne car les communistes, encadrés par la NKVD, exécutaient à titre préventif les résistants anti-allemands. Étant de parti pris, je voudrais vous dire néanmoins ce que je pense. Je trouve que nous traitons ce problème de manière injuste et naïve, alors que c'est un vrai problème qui a besoin d'une vraie solution. Pourquoi injuste ? Parce que lorsqu'on regarde les migrations dans une perspective historique, on n'avait pas de critique à l'égard des Français qui partaient au Canada, des Irlandais qui partaient en Amérique, des Italiens et des Polonais qui venaient en France. On a participé pendant des siècles à la traite des Noirs. On a fait migrer de force des millions d'Africains. On a mobilisé des tirailleurs sénégalais pour la Grande Guerre en oubliant de leur payer leur retraite. On a fait venir les Algériens quand on a manqué de main-d'œuvre. Et voilà qu'on ne veut plus les voir, qu'on ne veut plus voir d'étrangers chez nous. Pas seulement chez nous, dans beaucoup d'autres pays. Rien ne marche plus avec la mondialisation. On peut faire circuler les capitaux en quelques fractions de secondes, d'un bout du monde à l'autre, en faisant un profit très important sans le moindre effort. Mais on n'a pas le droit de faire circuler le travail au même titre que le capital. Un capitalisme unijambiste en quelque sorte. Pourquoi naïf ? Parce qu'on n'a pas le choix. D'après les projections démographiques, la population de l'Afrique sera de 2,5 milliards en habitants en 2050, alors que l'Europe n'aura plus que 700 000 habitants. Oui. Même en alignant 27 Orban entourés de leurs troupes, l'arme au poing, derrière une grille de fer censée protéger l'Europe, on ne va pas y arriver. Depuis des années, on sait que la population africaine augmente. La démographie est une science sûre. La seule solution, celle dont on parle le plus, sans passer suffisamment à l'acte, c'est de permettre aux jeunes de rester chez eux en aidant d'une manière plus désintéressée au développement de l'Afrique. C'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs depuis que j'ai quitté la présidence de l'ADI, en développant le microcrédit dans les régions de l'intérieur de la Tunisie. Depuis 50 ans au moins, j'entends parler de l'engagement de la France, comme des autres membres de l'OCDE, d'apporter une aide au développement d'un montant minimum de 0,7% du PIB. On le dit, on ne le fait pas. Emmanuel Macron a promis 0,55% pour la fin de son quinquennat. Quant aux réfugiés et les immigrés qui sont là, dans leur camp de fortune, l'enjeu est de les intégrer sans les soupçonner tous d'être des terroristes en puissance. Je ne plaide pas pour l'insécurité. Je plaide pour une intégration active par une société qui aurait surmonté sa peur de l'autre. Je suis frappé de voir que partout où on installe quelques migrants, il y a des protestations, des lamentations, des violences. Et au bout d'un mois ou deux, on constate que ces immigrés sont des gens comme nous et on devient amis. Alors autant se passer des drames et résoudre le problème au mieux de nos capacités, sachant par ailleurs que le solde migratoire en France est aujourd'hui nul, que depuis 3 ans, le nombre des migrants a énormément diminué. Je voudrais évoquer aussi
Non, peut-être je vais m'arrêter là, si vous voulez. Enfin, bon, allez, alors je vais jusqu'au bout. Je voudrais évoquer aussi le problème des inégalités de manière plus large. Il y a des inégalités croissantes de revenus et de patrimoine un peu partout dans le monde, mais il y a aussi des inégalités dans l'accès à l'éducation, à la santé, au crédit. Et pour moi, ces inégalités de chance sont aussi importantes que les autres. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été marqué par la théorie des surhommes et des sous-hommes, au nom de laquelle on a massacré des millions de gens. Je crois que chaque être est fait pour créer et a la capacité de créer. Les uns écrivent une symphonie, les autres fabriquent un fromage, les troisièmes livrent vos achats à domicile. Chacun d'entre eux est travailleur indépendant à sa façon. C'est pas si mal d'être travailleur indépendant. On n'a pas la sécurité qu'avaient jadis les salariés, mais le gouvernement est en train de travailler sur leur protection sociale et sur l'assurance chômage. En regardant les clients de l'ADI, qui sont étonnamment heureux dans une société plutôt maussade, je crois qu'il est plus marrant d'exercer un métier dont on est maître plutôt que de travailler à la chaîne. Je voudrais finir en parler de l'Europe. Tous ces problèmes d'environnement, d'inégalité, de migration, traités à l'échelon d'un pays, dans une économie mondialisée, ne peuvent être traités à l'échelon d'un pays. Dans une économie mondialisée, les pays sont des entités trop petites pour faire face aux défis et aux contraintes. Avec les États-Unis qui ont pris le large, je crois qu'on n'a d'ailleurs plus le choix. Il nous faut gérer nos propres problèmes avec nos propres forces. Or, l'Europe ne se construit pas seulement au niveau des gouvernements et d'une armée de bureaucrates. Elle se construit au niveau des citoyens, des entreprises, des fondations. Je suis étonnée de voir à quel point les fondations restent des entités nationales n'intervenant pas en dehors de leur pays. Il me semble qu'avoir des projets communs, notamment dans le domaine de la culture ou dans le domaine du sport, pourrait avoir une grande influence sur le peu de considération que les citoyens des pays membres portent aujourd'hui à l'Union européenne, qui reste pourtant une nécessité absolue en matière de sécurité, du maintien de la paix et du développement économique. Je crois que dans ce monde qui tangue, la société civile, représentée par nous tous, a un rôle important à jouer. Alors là, j'ai fini. Merci beaucoup.